Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Beaucoup de zones d'ombre entourent le triple infanticide pour lequel Véronique Courgeot a été écrouée. L'enquête commence. On attend les examens psychologiques pour mieux cerner la personnalité de cette mère de famille mise en examen pour assassinat. À Épinal, des patients traités pour des cancers de la prostate ont été surirradiés. 1 mort, 13 malades victimes d'erreurs de manipulation. On l'appelle le banquier des pauvres, il vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Ce Bangladais a inventé le microcrédit pour venir en aide aux plus déshérités. Un jour a tenté sa chance, le vendredi 13, réussi en tout cas à la Française des Jeux. 6 millions de parieurs au lieu de 3, superstitieux s'abstenir. Sous la verrière du Grand Palais, les cultures de la rue, comme le hip-hop, qui ont le droit de citer pour la première fois une reconnaissance de toutes ces disciplines nées au pied des tours. Véronique Courgeot s'apprête donc à passer sa 2e nuit en prison. Elle est poursuivie pour assassinat, 3 infanticides qui auraient été prémédités. Elle encourt la prison à vie. Les enquêteurs vont désormais travailler dans 2 directions en France, en Charente-Maritime, où le couple avait une maison, là où en mars 99, elle aurait accouché clandestinement et tué son premier enfant, et puis en Corée, où il pourrait se rendre prochainement. Anouk Burel, Valérie Lucas. L'affaire, la juge d'instruction l'a mise en examen pour complicité d'assassinat. Il peut tout de même rentrer chez lui. Il est abattu puisqu'effectivement, je rappelle qu'il a appris les faits au cours de la garde à vue. Donc effectivement, il est abattu et il est parti s'occuper de ses 2 enfants. Immense soulagement pour Jean-Louis Courgeot. Le procureur n'était pas du même avis. Il avait requis la détention provisoire. Je prétends que Jean-Louis Courgeot n'a pas pu ne pas être au courant de ce qui se passait et que donc, vraisemblablement, il a aidé son épouse. Il a assisté son épouse. Véronique Courgeot, elle, est désormais en prison, placée en détention provisoire, mise en examen pour assassinat. Devant la juge, elle a confirmé ses aveux. 3 infanticides, 3 grossesses entre 1999 et 2003. Elle a étranglé tous les bébés après les accouchements et n'a pas exprimé de regret. Cet enquêteur a recueilli ses aveux. Élisée, ce bébé était de moi, ce bébé était en moi, donc j'avais tous les droits sur lui, même celui extrême de lui ôter la vie. Effroyable révélation que celle de cette mère. Le premier bébé, dit-elle, elle l'a brûlé dans la cheminée de la maison. Si elle a congelé les 2 autres en Corée, c'est qu'elle ne savait pas comment s'en débarrasser, dit-elle. Véronique Courgeot encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les psychiatres vont commencer maintenant à travailler sur la personnalité de cette mère de famille apparemment sans histoire, une femme au comportement exemplaire selon ses proches, qui travaillait comme bénévole au lycée français de Séoul, une personnalité trouble, complexe, et chacun de s'interroger sur le profil de Véronique Courgeot. Christelle Bertrand, Vivien Roussel, Emmanuel Morel. C'est la première image de Véronique Courgeot, celle d'une femme libre, réservée, tendue, le souffle court. Pourtant, elle affronte la presse et nie sans sourciller. Nous pouvons simplement dire que nous ne sommes pas les parents de ces bébés. C'est tout. Merci. En 1999, dans cette maison, Véronique Courgeot accouche seule. Elle a pour la première fois, selon ses aveux, un autre visage. Celui d'une mère qui étrangle son bébé et le brûle dans cette cheminée. Ses voisins la voient peu dans le village de Villeneuve-la-Comtesse, en Charente-Maritime. Un de ses 2 fils est à la maternelle. Là, Véronique Courgeot passe pour une mère tout à fait ordinaire. C'est une maman vraiment, même particulièrement discrète, mais vraiment tout à fait charmante. À l'époque, elle parvient même à dissimuler la grossesse à sa famille. Hier encore, sa belle-mère dresse d'elle un portrait plutôt flatteur. C'est une femme timide, extrêmement gentille, douce, une très bonne mère de famille qui s'occupe avec beaucoup de douceur et de dévouement de ses enfants. C'est une fille adorable, c'est tout ce que je peux dire. Je l'aime beaucoup. Et cette image va la suivre jusqu'en Corée, où là aussi, les gens qui l'ont côtoyée ont bien du mal à la voir en mère infanticide. Si réellement c'est elle, effectivement, ça, c'est très difficile à comprendre de la part de quelqu'un qu'on côtoie, qui est comme vous et moi. Devant les enquêteurs, Véronique Courgeot se dévoile. Elle aurait évoqué le pouvoir de vie et de mort qu'elle détient sur ses bébés. Ça génère plutôt des craintes
Par exemple, je pourrais l'étouffer en dormant, ou il suffirait que je ne m'en occupe pas quelques heures et peut-être il n'y résisterait pas. Donc c'est toujours une interrogation douloureuse et angoissante, mais néanmoins, la toute-puissance de la mère sur l'enfant est assez fréquemment exprimée. Qui est donc Véronique Courgeot? Entre la mère attentive et la femme suspectée de triple infanticide, c'est désormais aux policiers, psychiatres et magistrats de percer son secret. Ce sont bien des erreurs de manipulation qui ont provoqué la mort d'un patient surirradié, comme 13 autres traités pour des cancers de la prostate. C'est à Épinal que ces accidents rarissimes ont eu lieu en 2004 et 2005. En cause, un nouveau logiciel et un personnel peu ou insuffisamment formé. Jenny Briffa, Virgilie Hadot. Elle devait les soigner, mais cette machine les a lourdement irradiés. Pendant un an, 23 patients ont reçu ici des doses de radioactivité 20 à 30% supérieures aux normes. À l'origine de ce surdosage, une erreur humaine. La machine est en effet reliée à un ordinateur qui commande les séances de radiothérapie. Mais certains manipulateurs ont mal paramétré les séances à cause de leur logiciel, bien trop complexe et en version anglaise. Ils ont cliqué sur le mode automatique. Mais au lieu de confirmer ce mode automatique, ils sont revenus en mode manuel. Et en revenant en mode manuel, ils ont augmenté la dose. Et en revenant au mode manuel, ils ont augmenté la dose de 20 à 30%. Car en mode manuel, le temps d'exposition aux radiations est plus important. En juin, un patient a succombé à cette surexposition. 13 autres souffrent de séquelles graves. Ayant reçu une dose importante de rayons alors qu'il n'aurait pas dû, le rectum est inflammatoire avec parfois des évolutions qui peuvent aller jusqu'à la nécrose, qui ont nécessité pour 5 de ces 13 patients ce que l'on appelle une colostomie de décharge, c'est-à-dire un anus artificiel. En France, sur 386 machines de radiothérapie, seules 3 utilisent ce logiciel. Pour éviter de nouveaux drames, les autorités veulent améliorer la formation du personnel, car bien souvent les techniciens ne sont pas directement formés par des spécialistes. Vous savez, en médecine, la formation par compagnonnage est la tradition. On apprend en regardant et en faisant avec les autres. Alors, on continue à faire comme cela. Il faut que les formations soient sûrement renforcées et l'ASN s'attachera à faire en sorte que les formations soient renforcées à tous les niveaux. Pour l'instant, les victimes ont choisi d'être directement indemnisées par l'hôpital, mais si les montants proposés ne leur suffisent pas, elles pourraient attaquer en justice. À la frontière franco-luxembourgeoise, la collision entre 2 trains a fait un 6e mort. Aujourd'hui, le plan rouge a été levé. Les opérations de recherche d'éventuelles victimes sont maintenant achevées. La circulation des trains ne reprendra pas avant lundi prochain. Quant à l'enquête, les premiers résultats officiels seront communiqués dimanche. La piste de l'erreur humaine est largement privilégiée. Autre accident, mais celui-ci n'a provoqué que de lourds désagréments pour les passagers du RERC. Ce matin, un incendie dans une armoire électrique a paralysé la circulation des trains. De très fortes perturbations qui se sont poursuivies une grande partie de la journée. J'en viens à l'effondrement d'un immeuble vétuste à Lyon. Les travaux de démolition étaient très avancés. L'accident a touché des ouvriers qui travaillaient sur le chantier. 3 sont indemnes. Une personne est toujours portée disparue. Virginie Fichet, Philippe Fivet. Vue de l'extérieur, une simple façade vétuste. À l'intérieur, le chaos. Vers 14 h cet après-midi, un fracas énorme surprend les voisins de cet immeuble en cours de démolition. J'ai eu très peur, mais comme dans un tremblement de terre, j'ai eu très peur. Une immense fumée blanche. Au début, je pensais que c'était la purée de poids, de brouillard, parce que c'était vraiment très épais. L'origine de l'accident est toujours incertaine. On a l'impression qu'il y a plein de cheminées qui sont tombées, c'est de la brique qui est bien rangée. 4 ouvriers se trouvaient à l'intérieur du bâtiment lorsque le 4e étage s'est effondré, emportant tout dans sa chute. Il n'y a pas eu d'explosion de gaz, c'est un effondrement de la structure de l'immeuble qui s'est effondré, les étages les uns sur les autres. 3 des ouvriers sont sortis sains et saufs des décombres. Le chef de chantier, qui lui se trouvait au rez-de-chaussée, est toujours enseveli sous les gravats. Je vous rappelle qu'il y a plus de 100 mètres de gravats et qu'on ne peut pas aller avec des engins de chantier à l'intérieur, donc c'est assez délicat. Par mesure de sécurité, une école voisine a été évacuée, ainsi que les 2 immeubles mitoyens. Pour écarter tout danger pour leurs occupants, des expertises complémentaires vont être menées. Ségolène Royal pourrait ne pas se prêter à tous les débats dans la course à l'investiture. C'est de l'île de la Réunion que la candidate a lancé cette déclaration en forme de menace, ouvrant la polémique au Parti socialiste entre les compétiteurs, et ce à quelques jours du premier rendez-vous télévisé. Françoise David, Hélène Hugues, Didier Dahan.
Les déclarations de Ségolène Royal passent rarement inaperçues, même à l'autre bout du monde. La dernière en date, faite depuis la Réunion, n'a pas manqué à la tradition. Je ferai les débats dans la mesure où ils sont nécessaires et ils sont démocratiquement légitimes, mais s'ils sont trop nombreux, c'est-à-dire si l'objectif des débats est détourné de leur véritable destination, à ce moment-là, je me réserve le droit de ne pas m'y assujettir. Et la polémique d'enfler à Paris, car l'organisation des débats n'a pas été chose facile. De discussions en tractation, d'exigences en concession, le Parti socialiste était censé s'être mis en ordre de marche. 3 débats télévisés réglés au cordeau, couleur des décors, distance des pupitres, chaque détail a fait l'objet d'âpres discussions entre les candidats. 3 réunions militantes à l'abri des regards, à Paris et en province. Les partisans de Laurent Fabius et de Dominique Strauss-Kahn disent ne même pas envisager une défection de Ségolène Royal. Je souhaite vraiment qu'elle retrouve son calme et qu'elle accepte la règle qui a été acceptée par tous au Parti socialiste. Dans sa tête, elle est déjà désignée. Alors les socialistes l'embêtent là. Elle est déjà candidate, elle est en campagne, elle a sûrement hâte de croiser le fer avec le candidat de la droite. S'il pouvait être désigné plus rapidement, elle serait contente. La direction du Parti socialiste, elle, attend mardi soir pour juger de l'impact chez les militants. C'est une nouveauté, chacun peut, juste avant les débats, poser un certain nombre de choses et évoquer une question qui me paraît importante, c'est que s'il y a des dérapages, quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est les militants qui au bout du compte les sanctionneront. Des militants qui, eux, interpelleront les candidats lors d'un 2e débat le 19 octobre. À Bordeaux, Alain Juppé a retrouvé aujourd'hui son fauteuil de maire. Il a été élu par 49 des 61 conseillers municipaux. La liste qu'il conduisait a obtenu la majorité dimanche dernier, dès le premier tour. Alain Juppé qui a souligné le lien d'affection qui s'est formé au fil des ans avec les Bordelais. J'ai pleinement conscience de l'ardente obligation de ne pas les décevoir. Fin de citation. La fin de la visite de Dominique de Villepin aux Antilles. Il était aujourd'hui à la Martinique, le Premier ministre qui a distribué des fonds supplémentaires pour financer le logement social. Sur place, Jean-Baptiste Prédali, Francis Forger. C'est une des figures imposées de toute visite outre-mer, le marché de Fort-de-France. Folklore garanti, mais aussi rappel à la réalité. C'est aussi une figure, mais une figure de la poésie et de l'histoire. Aimé Césaire, une des consciences des Antilles. Lui rendre visite, pour Dominique de Villepin, c'est un symbole. Je relis régulièrement la revue Tropique. Je relis régulièrement la revue Tropique. Du coup, pour évoquer l'outre-mer et les Antilles, Dominique de Villepin se fait lyrique. Quelles que soient les difficultés de la vie, quels que soient les aléas de la vie, il y a toujours des hommes, des femmes, des paysages où l'on peut se ressourcer. Donc c'est une source de méditation, c'est une source d'espoir aussi. Méditation, espoir, mais aussi travaux pratiques. Et l'outre-mer comme exemple pour la métropole. Ici, depuis 45 ans, la réinsertion et la formation de jeunes en difficulté, c'est entre autres l'affaire d'un service militaire adapté. Le système a inspiré le dispositif Défense Deuxième Chance et le Premier ministre y croit beaucoup. Mais l'outre-mer a aussi ses difficultés, ses retards. Hier, en Guadeloupe, le Premier ministre était venu avec une annonce, un plan de 120 millions d'euros pour le logement social. Pendant 2 jours entre la Guadeloupe et la Martinique, Dominique de Villepin a voulu montrer qu'il était au travail, loin des polémiques qui continuent d'agiter la majorité. Le Premier ministre a une expression pour cela qu'il martèle, en métropole comme outre-mer, il est dans le temps de l'action. En Turquie, les autorités vivent mal la proposition de loi adoptée en France par l'Assemblée qui rend passible de prison la négation du génocide arménien. Mais Ankara ne prendra pas de mesures de rétorsion en boycottant les produits français. Reste que les associations de consommateurs sur place sont beaucoup plus remontées. À Istanbul, Thierry Curtet, Guillaume Fautra. Mesures de précaution devant le consulat de France, plus que la crainte d'une action violente. Une dizaine de nationalistes est venue déposer une gerbe de deuil devant le bâtiment officiel. Pour exprimer leur incompréhension, ils osent un parallèle instrumentalisant notre histoire. Pour montrer notre réaction, notre gouvernement doit faire passer une loi dénonçant le génocide
à l'encontre des Algériens. Ce fut aujourd'hui la seule manifestation hostile ici, à Istanbul. Pourtant, le vote français barrait toutes les unes des journaux ce matin, privilégiant même cette nouvelle à l'annonce hier du premier prix Nobel turc. C'est comme une insulte au peuple turc parce que la Turquie va jamais accepter le terme génocide. Bien sûr qu'il y avait beaucoup d'atrocités, beaucoup de problèmes dans le temps de l'Empire ottoman entre les Arméniens et les Turcs, mais ça n'a pas été conçu comme un génocide. Ce soir, une première association de consommateurs turcs a appelé à boycotter Total. Un appel pour l'instant sans effet. Mais les enseignes françaises sont frileuses. On nous interdit de tourner chez Renault ou chez Carrefour, de peur que la marque soit associée à la loi. Seul Yves-Marie Laouénan, dont le travail est d'aider les sociétés françaises à s'implanter ici, ose exprimer ses craintes économiques. Des voix se sont élevées aussi bien dans les milieux politiques que dans les médias, appelant au boycott, appelant à écarter la France et les entreprises françaises des grands appels d'offres dans ce pays. Vous savez qu'il y en a un certain nombre attendus dans les prochains mois. Le gouvernement ne s'associe pas aux promesses de boycott. Cependant, le Premier ministre a annoncé étudier d'éventuelles mesures de rétorsion. Mais la classe politique turque n'ira pas à la rupture alors qu'elle négocie avec l'Union européenne. Washington ne confirme toujours pas si la Corée du Nord a véritablement procédé à un essai nucléaire il y a quelques jours, l'armée américaine indiquant pour sa part ne pas avoir trouvé de particules radioactives dans l'atmosphère. On l'appelle le banquier des pauvres au Bangladesh. Il est un héros national. Son action a été récompensée aujourd'hui par le prix Nobel de la paix. Muhammad Yunus a inventé la première banque mondiale qui aide les plus déshérités. Depuis 30 ans, le microcrédit s'est développé considérablement et permet à ceux qui n'ont rien de sortir de l'exclusion. Dorothée Cochard, Franck Brisset. C'est l'heure de la gloire et des félicitations du monde entier. Muhammad Yunus, celui que l'on surnomme le banquier des pauvres, est le nouveau prix Nobel de la paix. C'est une grande reconnaissance pour les Bangladais et pour nous qui travaillons depuis si longtemps pour tenter de défendre nos convictions et d'infléchir les décideurs du monde entier. Dans les années 70, une terrible famine s'abat sur le Bangladesh, tuant 1,5 million de personnes. Muhammad Yunus, jeune et brillant professeur d'économie fraîchement émoulu d'une université américaine, prend alors le contre-pied de ce qu'enseigne la majorité des économistes, dont lui-même. Il conçoit le microcrédit solidaire. Il prête de petites sommes d'argent à des personnes totalement insolvables. Il a vu, bien avant tout le monde, que faire confiance aux pauvres était la meilleure façon de les sortir de la pauvreté, et qu'ils n'attendaient pas la charité pour survivre d'un bol de riz, mais qu'ils attendaient simplement qu'on leur dise « Vous êtes capable de faire quelque chose de vos mains, de créer, de gagner votre vie, je vous prête les moyens de le faire, réussissez ». 30 ans ont passé. 120 millions de personnes sont bénéficiaires de ce type de microcrédit dans le monde, dans une centaine de pays différents, y compris aux États-Unis. 98% des remboursements sont couverts dans les délais. Des résultats exemplaires. Le microcrédit de Yunus est devenu un modèle économique. Muhammad Yunus, ou l'homme qui a réussi à faire mentir l'adage selon lequel on ne prête qu'aux riches. Les ravages du Distilbène devant la justice. Ce médicament prescrit pendant près de 30 ans à des mères qui risquaient des fausses couches a provoqué des malformations et des cancers chez de nombreux enfants. Aujourd'hui, la famille d'une femme décédée d'un cancer a obtenu du laboratoire plus de 300 000 € de réparation, un dédommagement qui fera date. Nathalie Sapena. Elle n'est plus là pour le voir, mais le tribunal de Nanterre lui a donné raison 3 ans après sa mort. Le Distilbène est bien la cause du cancer qui a emporté la jeune femme à l'âge de 33 ans. Une nouvelle décision dans la saga judiciaire de cette hormone de synthèse que 200 000 femmes enceintes ont avalée entre 1950 et 1977. Avec des conséquences dramatiques sur leurs enfants, malformations génitales, stérilité et cancer. Depuis 2002, la justice condamne régulièrement le laboratoire UCB Pharma qui a commercialisé le Distilbène pendant 25 ans en France. La Cour de cassation a de façon définitivement jugé que le laboratoire était responsable des fautes qu'il avait commises dans les années 53-54 et jusqu'à la commercialisation du produit en 1977.
Après parfois plus de 15 ans de procédure, une quinzaine de victimes ont été indemnisées. 150 dossiers sont actuellement en cours. Conséquence des jugements favorables, les procédures devraient se multiplier. Avec l'arrivée des premiers froids, on rallume le chauffage, l'occasion de rappeler que tous les appareils doivent être entretenus. C'est ce qu'indique la préfecture du Nord-Pas-de-Calais après une véritable épidémie d'intoxication au monoxyde de carbone en quelques jours. Vigilance donc. Marianne Mas, Dominique Mas. L'essentiel, c'est d'être pris à temps. Pour Maria et ses 3 enfants intoxiqués en pleine nuit à leur domicile, le remède, c'est un traitement par oxygénothérapie dans ce caisson hyperbare. Car le monoxyde de carbone, ce gaz toxique, incolore et inodore, va prendre la place de l'oxygène dans l'organisme et l'asphyxier petit à petit. Les symptômes qui doivent alerter vont du simple mal de tête à la perte de connaissance. On était fatigués, bien à 9h30 on s'en va au lit, on est parti au lit jusqu'à 2-3 h du matin qu'on ait commencé à avoir des barres, des nausées, mal à la tête. On était tous malades. Pourtant, le poêle à charbon de Maria était tout neuf. Il se peut que la météo de ces derniers jours, un temps doux et humide, n'ait pas permis une bonne combustion de l'appareil et donc favorisé la production du gaz toxique. Pour informer sur les dangers du monoxyde de carbone, cette campagne nationale est diffusée depuis quelques jours sur les ondes. Pour empêcher un intrus de pénétrer chez vous, vous fermez vos... Et pour empêcher le monoxyde de carbone de pénétrer chez vous, vous faites quoi? Avant de mettre en route un chauffage, il faut absolument l'avoir entretenu et surtout veiller à ce que toutes les bouches d'aération soient bien ouvertes. Autrefois, on ouvrait les fenêtres, le matin, on faisait une grande aération, on a perdu l'habitude. Vous me donnez votre parole que vous n'allumez pas le feu? Ah non, j'ai eu trop peur. Le maire de la commune s'est rendu chez Maria pour voir si toutes les précautions étaient prises. En France, chaque année, ce genre d'accident est responsable de 6000 intoxications, dont 300 mortelles. L'entente illicite sur les prix entre les opérateurs de téléphonie mobile connaît un nouveau développement avec le dépôt aujourd'hui de 12 500 plaintes de clients qui réclament réparation des actions individuelles regroupées par l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir. Un coup médiatique, mais pas seulement. David Boéry, Grégory Vasseur. 3 mètres cubes de documents, des dizaines de cartons, plus de 500 kilos de papier. En tout, 12 530 dossiers de consommateurs qui demandent réparation à leur opérateur de téléphonie mobile. Un convoi pour le tribunal de commerce de Paris, mis en scène devant la presse pour réclamer une réforme de la législation française. Tout ça pour essayer quand même d'éveiller les consciences des hommes politiques, pour leur dire, attendez, mettez en œuvre enfin une procédure moderne, adaptée aux contentieux modernes de masse lorsqu'il y a des litiges de masse. Car pour être indemnisé, chaque consommateur doit aujourd'hui entamer individuellement une procédure. C'est le cas de cet abonné parisien. Quand il a appris que les 3 opérateurs avaient été condamnés pour s'être entendus sur les prix, il a rapidement fait ses calculs sur Internet. En 2 ans, le préjudice représente pour lui une 40aine d'euros. J'ai fait cette démarche par principe, c'est-à-dire que ce n'est pas pour récupérer de l'argent ou quoi que ce soit, les montants le prouvent, il s'agit surtout de pouvoir mettre une compagnie devant ses responsabilités. Des démarches simplifiées pour les consommateurs, mais en coulisses, un travail de titan pour l'association. En juillet dernier, tout le service juridique était encore mobilisé pour traiter les nombreuses demandes. Effectivement, ça va nous demander 7 à 8 mois de travail avec un équivalent de 7 juristes à plein temps. Au total, 20 millions de clients auraient pu déposer un dossier, de quoi saturer les tribunaux pendant des années. Rien à voir avec des actions collectives, comme aux États-Unis, les fameuses class action. À partir d'un seul jugement, elles permettent d'obtenir réparation pour tous les consommateurs concernés. Une journée pour ces personnes dont la vue baisse dangereusement. Il ne s'agit pas encore de cécité, mais de malvoyance qui empêche de vivre au quotidien. Il est alors nécessaire de se tourner vers des structures qui apprennent à retrouver la plus grande autonomie possible. Reportage Florence Griffon, Frédéric Faure. Ces pommes sont épluchées, reste à les trancher. Pour Laure, cela demande beaucoup d'organisation. Depuis un accident de voiture, elle est devenue aveugle. Tout ce qui est à gauche, c'est ce que je vais utiliser. Et tout ce qui est à droite, c'est quand c'est fini. Avant, quand je voyais, j'aimais pas du tout cuisiner.
Maintenant que je suis devenue non-voyante, j'adore cuisiner. Ces gestes du quotidien, c'est une ergothérapeute qui les lui a réappris en quelques semaines. Il y a aussi une notion de plaisir qui est importante, parce que c'est très valorisant. C'est très valorisant de pouvoir faire de la cuisine seule et de pouvoir la partager aussi. Avec du travail, un non-voyant peut recouvrer son autonomie. C'est tout l'objet de ce centre spécialisé. Venez vers moi. Et cela concerne tous les domaines. Avant, cette patiente n'osait plus sortir de chez elle. En apprenant à manipuler sa canne, elle va retrouver une certaine liberté. J'avais très peur de descendre les escaliers. Maintenant, je n'ai pas peur du tout de descendre les escaliers. Parce que j'ai l'impression de me jeter dans le vide. C'est ce que la canne me protège de la première marche. Bien sûr, c'est difficile. Tous les patients accueillis ici ont perdu la vue suite à un accident ou à la maladie. Le patient garde les perceptions par le toucher, par l'ouïe, par l'odorat. Et à partir de ces perceptions qu'il doit exploiter au maximum, on lui apprend à reconstruire une perception globale de son environnement. Ce travail sur les sens dure en moyenne 3 mois. D'ici peu, cette patiente pourra se débrouiller toute seule. C'est cet espoir qui l'a fait avancer. Comme chaque année, sont récompensés les talents des cités. Il s'agit dans les quartiers de valoriser des initiatives personnelles qui permettent de s'en sortir en créant sa propre structure. Parmi les lauréats de ce concours, ce manutentionnaire devenu entrepreneur, il s'est spécialisé dans les légumes bio. À la Cité du Mirail à Toulouse, Sophie Rodier, Didier Dahan. Merci. Livraison de fruits et légumes bio sur un parking de la banlieue de Toulouse. Chaque semaine. Johan Rosenthal vient approvisionner 2 fois par semaine les salariés d'une entreprise. En fruits, on a du raisin muscat, les dernières tomates, des oignons rouges. Pour 16 €, ses clients repartent avec 6 kilos de marchandises, garanties sans produits chimiques. Ce qui est pratique, c'est qu'on est livré sur notre lieu de travail, pas besoin de faire les courses, c'est pas plus cher qu'ailleurs et en plus c'est très bon. Ces légumes, il va les choisir dans des fermes bio. Ouais, tu veux peler quelques oignons qu'il y a là. Mais l'entreprise de Johan Rosenthal est loin de la nature. Son environnement, c'est plutôt le béton et les tours. Ici, c'est vraiment très chaud ici. Il habite la Cité du Mirail, un quartier de Toulouse classé sensible. On a demandé un logement HLM et je regrette pas parce que c'est quand même un quartier pas toujours agréable mais toujours vivant. Pour payer moins de charges, il a domicilié son entreprise chez lui. Sa chambre à coucher fait office de bureau. En quelques mois, cet ancien manutentionnaire a dû se former sur le tas. Mais le plus difficile quand on habite au Mirail, c'est d'être pris au sérieux par les banquiers. Déjà, pour les entrepreneurs en général, c'est difficile. Donc, pour les entrepreneurs qui viennent d'un quartier sensible et qui ne sont pas en plus forcément formés à la gestion et tout ça, à qui il faut donner sa chance, c'est vrai que c'est encore plus complexe, quoi. Il compte plus de 100 clients, dont quelques-uns dans la cité. On n'a pas grand-chose de toute façon. Alors, c'est bien qu'il y a des gens qui vendent des entreprises et qui vendent des choses. Hein. C'est pas banal, non. Dans les idées comme ça, il y a 30 ans que j'y habite, je vous assure, je ne pensais pas qu'il percerait comme ça. Depuis quelques mois, Johan Rosenthal arrive à gagner l'équivalent du SMIC. Il lui faudra bientôt changer de camion et embaucher, s'il le peut, un habitant du quartier. Les joueurs de loto et d'Euromillions le savent, le vendredi 13 est un jour à ne pas laisser passer sa chance. Alors on fait sa grille, on choisit ses numéros, avec en tout cas un gagnant assuré, la Française des Jeux, qui voit doubler le nombre de joueurs chaque vendredi 13. François-Julien Piednoir, Madi Diawara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personnes à table lors du plus célèbre repas de l'histoire, la Cène. Le lendemain, Jésus est crucifié. Tout par-delà et pendant 2 millénaires, le 13 va hanter l'inconscient populaire. En 2006, il est d'abord pour beaucoup porteur de chance. Et c'est la Française des Jeux qui gagne le gros lot, 2 fois plus de joueurs qu'un autre vendredi. De tout petit, on a toujours eu cette sensation, ah le 13, et moi le 13 m'a toujours porté bonheur. Je suis athée, je crois en rien. Le bonheur fait la chance. Mais le vendredi 13 fait encore l'objet de toutes les peurs. Cette phobie porte un drôle de nom scientifique, la paraskevidécatriaphobie.
Aux États-Unis, par exemple, ne cherchez pas le 13e étage de la plupart des buildings ou la chambre numéro 13 de certains hôtels. Selon une étude scientifique, 17 à 21 millions d'Américains souffriraient de cette phobie. Absence au travail, moins de passagers dans les transports, résultat, $1 milliard de pertes économiques à cause du vendredi 13. Moi, je prends un vol demain pour les États-Unis. Je n'ai pas voulu le prendre aujourd'hui. Pour cette spécialiste des croyances populaires, dans l'histoire, ce n'est pas tant le 13 qui inquiète, mais le vendredi. Au Moyen-Âge, par exemple, on mettait le vendredi toutes les catastrophes de la Bible. On disait que le massacre des saints innocents s'était déroulé un vendredi, que le déluge avait eu lieu un vendredi. Et le vendredi 13, qu'en pense-t-on dans le 13e arrondissement de Paris, où se concentre la communauté asiatique? Les superstitions occidentales la font-elles sourire? 13, il n'y a aucun signe de malheur pour nous. Donc pour nous, par contre, c'est le numéro 4. Numéro 4? Oui, parce qu'en fait, 4, on dit say, et puis save, veut dire la mort, ou mourir. Sachez qu'en Espagne, c'est le mardi 13 qui porte malheur. Et sachez aussi que même un vendredi 13, vous n'avez qu'une chance sur 75 millions de gagner à la loterie européenne. Au Grand Palais, le hip-hop a droit de cité et c'est une première. Toutes les cultures urbaines sont mises à l'honneur pendant 3 jours. Une forme d'hommage à tous ces talents qui viennent de la rue et grandissent au pied des tours. Abdel Mustefa, Nicolas Ranson. Défense de passer à côté d'un tel endroit quand on est passionné de hip-hop. Pour Trixie, de nombreuses soirées commencent ici avec tout d'abord le salut à tous les danseurs présents, connaissance ou pas. Il y a un rituel, c'est vraiment un respect entre chaque danseur, quel que soit notre style. On se serre la main, on se dit bonjour et ensuite chacun va de son côté, s'entraîne. Chaque soir, à l'heure où les cadres quittent la Défense, cette galerie commerciale se transforme en studio de danse. De la lumière, un parquet qui glisse, des glaces, le tout gratuitement. Il y a des amateurs mais aussi des pros comme Trixie préparant des spectacles. Beaucoup de plaisir mais aussi beaucoup de travail et pas toujours reconnu. Ça arrive, oui, qu'on ne nous prenne pas toujours au sérieux. Ça arrive qu'en effet on fasse des shows et qu'on n'ait pas de retour, pas de rémunération. Et donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'avoir des contrats et de se professionnaliser, d'être déclaré, tout ça, pour vraiment se battre pour avoir un statut et dire que c'est notre métier et qu'on a le droit d'en vivre aussi. Cette reconnaissance, pourquoi ne pas la chercher aussi sous les verrières du Grand Palais? C'est ce que pense Trixie, comme beaucoup de participants à cet événement organisé par le ministère de la Culture. Tous sont bien décidés à profiter de cette vitrine, sans se soucier des quelques critiques qui évoquent une récupération politique. On existait déjà avant, on existe maintenant et on existera encore après. Donc nous, de toute façon, qu'il y ait des événements ou pas, on est toujours là à faire de la danse, à faire notre passion. Pour la petite histoire, dans cette compétition de danse qu'on appelle le battle, sorte de défi que se lancent des danseurs, Trixie a échoué en demi-finale, mais peu importe, le hip-hop est dans la place pendant 3 jours. Pour Trixie, tout baigne. Et d'un tout autre genre, cette exposition dans les Galeries nationales du Grand Palais, 170 œuvres qui racontent l'art du portrait, avec des artistes comme Goya, Ingres ou Delacroix qui croquent les célébrités de l'époque. Et Christophe Hérault, Vincent Bouffartic. Vous n'avez jamais imaginé l'importance d'un grutier dans l'installation d'une exposition. Et pourtant, lorsque des toiles de 4, 5 ou 7 mètres carrés arrivent au Grand Palais, les Beaux-Arts prennent des airs de déménagement. Cette caisse abritait une toile de David, Bonaparte, franchissant les Alpes. Et à peine la toile déballée, avec le tableau, là, non? Apparemment. Catherine Aviland, Mais centimètre par centimètre, l'observe. Non mais attendez, il faut que je fasse le constat avant, hein. Vous ne précipitez pas. Pas de précipitation, mais de la délicatesse. Durant les 3 semaines qui précèdent l'ouverture, ils seront plus d'une centaine à intervenir, tous au service des œuvres. Si jamais il y avait des dommages qui étaient liés soit au transport, soit au moment de l'exposition, faites attention à votre épaule, là, pas trop près. Quelques jours plus tard, Bonaparte a trouvé sa place, encore adulé par les caméras. Il tient salon avec un pape, un roi de France, un autre d'Espagne, un martyr de la Révolution, et il devient empereur. 170 œuvres qui racontent les années 1770-1830 en Europe, quand l'histoire invente les révolutions, l'individu, la liberté, le siècle des Lumières et l'art de peindre des célébrités.
On peut dire que ces années 1770-1830 sont les années qui voient la naissance du portrait qui permet la diffusion de l'image de l'homme d'État, mais aussi de l'acteur, de l'actrice, du philosophe, de l'homme de culture, avec la naissance de la notion de célébrité. Mais les célébrités ne savent pas toujours bien se tenir. Quand Miss Abbington porte son doigt à ses lèvres, l'art du portrait ne sera plus jamais pareil. Les conventions tombent, chacun veut son portrait. Ne serait-ce pas le début de la société du spectacle ? Je veux mon image parce qu'elle correspond à un épanouissement de ma carrière, elle correspond à un épanouissement de ma beauté, et c'est une image choc, et je m'identifie à cette image. Portrait public, portrait privé, une exposition pour comprendre que les people, cela ne date pas d'hier, et qu'il y a 2 siècles, l'image déjà était tyrannique. Une bonne nouvelle pour la rédaction de France 2 à l'occasion du 60e anniversaire du Centre de formation des journalistes. Notre confrère Stéphane Bretner a reçu le prix international de l'enquête pour son reportage sur les Chinois en Afrique, diffusé en décembre dernier dans Un œil sur la planète. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo. Isabelle Martinet, suivie du point route Valérie Maurice, 21h homicide. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.